Bonsoir tout le monde. Je suis très heureuse ce soir de participer aux rencontres culturelles qu'organise l'Association marocaine des chercheurs dans la Rihla. Et je profite de l'occasion pour remercier vivement les membres organisateurs qui ne ménagent aucun effort pour étoffer ces salons de culture virtuelle au profit de la recherche académique. Bien sûr, je remercie Monsieur Saouri et Monsieur Chouaib Halif. Notre communication porte sur la question militaire dans le récit du voyage de Jouaidi à Salawi. إتحاف الأخبار بغرائب الأخبار. Entre les dits et les non-dits à l'ère des réformes du sultan Moulay Hassan. Ce plus volumineux récit relatant la plus grande ambassade envoyée par le sultan en France, en Belgique, en Angleterre et en Italie en 1876 a été traduit avec succès par notre chercheur Samir Spiti et qu'elle a intitulé Des curiosités de l'Europe qui émerveillent les honnêtes gens. En effet, la traductrice a assumé une grande responsabilité en réalisant ce travail académique avec application, tact et rigueur sous la bonne direction de notre éminent professeur Nizar Tjditi. Ce faisant, elle a enrichi la bibliothèque marocaine de voyages relatifs à la découverte de l'Europe dans une période cruciale de l'essor industriel et technologique vers la fin du XIXe siècle. Notons à cet égard que si cette traduction a vu le jour, c'est grâce à son édition par le professeur Azdel Maghrib Maninou, qui a fait l'objet de son obtention du Grand Prix Ibn Battuta de littérature géographique à Abu Dhabi en l'année 2004. La traduction de cette relation de voyage nous a permis sans doute de sonder l'arrière-plan de ce grand voyage diplomatique, notamment à l'échelle militaire. À travers notre lecture, nous avons pu tirer quelques conclusions qui nous ont permis d'avancer une hypothèse concernant le rôle qu'aurait pu jouer l'ambassade d'Al-Jouaidi en faveur de la prééminence de la France dans la stratégie des réformes militaires entreprises par le sultan Moulay Hassan. Et ce dans une conjoncture tumultueuse où foisonnaient les rivalités étrangères pour arracher au Makhzen des contrats d'armes et l'autorisation d'implanter les missions d'instruction et de modernisation de l'armée chérifienne. Cette armée qui sombrait malheureusement dans une grande précarité suite aux retombées des deux grandes défaites historiques, Isli et Tétouan. Avant d'aborder ces dits et ces non-dits, notons que nos chercheurs sont unanimes à considérer le récit d'Al-Jouaidi comme le compte-rendu d'une mission diplomatique exceptionnelle. Au dire de notre professeur Mohamed Saad Zemouri, il s'agit d'un voyage pragmatique, d'un grand intérêt utilitaire qui faisait que le Maroc cherchait à tout prix de renforcer ses capacités de défense dans des circonstances de tension relatives aux convoitises étrangères. Ce qui justifie le choix qui portait sur le technocrate Al-Jouaidi, homme des sciences et connaisseur dans le domaine militaire, en vue d'élaborer ses observations techniques sur les armes, les munitions, les procédés de fabrication et la comparaison entre les productions respectives entre des pays visités, bien sûr. Ce qui fait que son récit est sans intérêt du point de vue de l'altérité. Alors, ce qui nous intéresse, passons maintenant à la question militaire que nous avons tenté de soulever dans cette communication. Quels sont les indicateurs explicites et implicites dans le récit prouvant que ce grand voyage diplomatique d'Al-Jouaidi a servi la France pour imposer son plan de réforme militaire au Maroc, bien sûr au détriment des autres nations? Pour ce qui est des dits, ou bien les données explicites ou déclarées par le voyageur sur le côté militaire dans sa rihla, nous ont permis de tirer quelques conclusions, et ce à travers une comparaison que nous avons effectuée entre l'espace militaire français et l'espace militaire belge, sachant que nous avons entre les mains uniquement la première partie de la traduction, à savoir le voyage en France et en Belgique. Première remarque, en France, l'auteur a manifesté une grande
grande admiration pour les merveilles technologiques militaires françaises qu'il a observées au cours de ses visites des grandes usines de fabrication d'obus et des autres équipements militaires, ainsi que les entrepôts géants où l'on stocke toutes sortes d'armes et qui sont selon son expression, d'une qualité indéfectible. Là, sur ce point, aucun jugement de valeur dépréciatif n'a été signalé. Bien sûr, sur ces lieux français. Deuxième point, le comble de son admiration est relaté également lors de sa description de l'hippodrome de Chantilly en présence du chef d'État. En effet, il a assisté avec ses compagnons à un spectacle féerique de course des chevaux. Le tableau des soldats séparés en régiments, cavalerie, infanterie, artillerie et musiciens a amplement émerveillé l'auteur, conscient que l'organisation et la discipline sont deux règles fondamentales qui doivent régir une armée forte et efficace, chose qui justifie les éloges fréquents qu'il leur a consacrés, tout en s'empêchant d'exprimer son amertume et son regret à l'égard de l'armée marocaine qui sévissait malheureusement dans une grande décadence. Et cela, contrairement aux autres voyageurs, tels que Sfar ou l'Amraoui, qui n'ont pas hésité à exprimer à la fois leur admiration et en même temps leur déception. Sur ce point, je peux vous référer à l'œuvre de Saïd Ben Saïd Al-Alawi, Europa fi Mir'at al-Rihla, dans un chapitre qu'il a intitulé Furjatul Jaysh. Dans ce chapitre, il relate les émotions contradictoires des voyageurs devant les spectacles militaires éblouissants, tout en acceptant le secrétaire Al-Juaidi de ces émotions. Bon, en contrepartie, les descriptions réservées par l'auteur à l'univers militaire belge, c'est tout à fait différent de l'univers militaire français. Alors, il a noté plusieurs imperfections et insuffisances à l'échelle des dispositifs d'armement et des activités de tir, et ce par son statut d'homme scientifique, connaisseur des mécanismes de montage des canons. Par exemple, lors de sa visite du dépôt d'armes et des instruments de guerre, il a critiqué l'ordre du dépôt des canons. Il a découvert ainsi que leur état et leur nombre n'est pas conforme aux informations de l'informateur, ce qui a suscité une grande méfiance chez l'auteur pour cette contradiction, en plus des échantillons disséminés et des canons sans rapport. Concernant sa critique des opérations du tir, il dit: une fois entre mes mains, je remarquais que son point de mire était tellement faible que je ne pouvais viser la cible. Dieu merci, eux n'avaient pas l'avantage sur nous en matière de tir. Le tir chez nous est incroyable, tel le tir mohammedien qui se fait devant l'assistance. Or, pour modérer ses critiques virulentes sur le côté militaire belge, l'auteur inclut dans d'autres contextes son admiration pour les ponts, les voies ferrées et d'autres usines de fabrication d'objets domestiques. D'autres indicateurs nous ont servi d'appui, cette fois-ci du côté humain. En effet, nous avons noté la grande convivialité qui unissait les membres de l'ambassade avec les Français, et qui atteint son paroxysme dans certains passages, où l'auteur verse dans l'éloge de leur générosité. C'est-à-dire, il a exagéré en vantant en faisant l'éloge de leur générosité et de leur belle réception. Notons à titre indicatif la joie immense des Français au moment du retour des membres de l'ambassade de la Belgique. Qu'est-ce qu'il a dit, Juaidi? À notre descente à Calais, les Français tirèrent des salves d'honneur et érigèrent aussi le drapeau de l'islam à Calais. Alors, sans doute, nous nous sommes demandé, n'existait-il pas une éventuelle complicité avec les Français pour qu'ils se présentent aux yeux du souverain comme les meilleurs promoteurs des réformes militaires au Maroc? Ça, c'est une question qui se pose à nous. Alors, on va passer maintenant aux non-dits, c'est-à-dire les ellipses, les choses qui manquent dans le texte. Ces ellipses justifient que cette ambassade était en faveur du camp français pour piloter le plan de modernisation militaire au Maroc. Nous avons noté quelques points d'un intérêt crucial. D'une part, dans l'étude de la traductrice Samira Sibiti, d'autre part, dans d'autres sources de ma lecture personnelle. Dans son étude, Samira Sibiti a dit que même si l'auteur a annoncé au départ l'objet de son
de son ambassade, à savoir les questions des protections, qui inquiétaient les autorités du Makhzen, il a préféré, c'est-à-dire l'auteur Juaidi a préféré garder silence sur les autres détails de la mission politique, considérés comme des détails confidentiels. De plus, elle a ajouté que l'auteur a gardé silence sur les sommes d'argent distribuées selon Ibn Zaydan aux pauvres. Il n'a même pas évoqué la générosité des membres de l'ambassade à l'égard des musiciens au cours des soirées artistiques. Cela sans oublier sa grande discrétion vis-à-vis des dépenses offertes par l'ambassadeur et non pas par le sultan. Alors, de l'autre côté, j'ai noté d'autres ellipses, d'autres non-dits figurant dans d'autres sources de lecture, confirmant notre hypothèse, et qui sont relatives à la création de la mission militaire au Maroc. Il s'agit en fait de la coïncidence frappante entre le retour des membres de l'ambassade au Maroc et le départ historique du sultan Moulay Hassan vers l'Amalat d'Oujda. D'ailleurs, les deux événements du retour et du départ de Moulay Hassan furent dans le même mois de septembre 1876. En fait, c'était la première fois depuis la présence française en Algérie qu'un tel événement se produisait. Et le gouvernement français exprima le désir d'une entrevue avec le général Osman de la division, le général Osman qui était commandant de la division d'Oran et le souverain marocain qui était curieux de mieux connaître les troupes françaises. Alors, il avait demandé de pouvoir les passer en revue et les voir exécuter quelques manœuvres et expositions. Sans hésitation, ils ont exaucé le vœu du sultan en chargeant les zouaves et les spahis algériens de l'affaire. Le sultan est resté émerveillé par le charme du spectacle militaire. Le même qui avait fasciné déjà les membres de l'ambassade al-Juaidi à Chantilly en France. Quelle coïncidence! C'est ainsi que Moulay Hassan exprima son désir d'avoir au Maroc des officiers français qui seraient chargés d'instruire les soldats de son armée. Du côté français, le général Chanzy signala dans une lettre à Decazes, qu'est-ce qu'il a dit? Si le sultan veut réorganiser son armée, c'est chez nous qu'il faut l'amener à prendre des instructeurs. Les forces militaires de Sa Majesté chérifienne ne prendront jamais un développement assez considérable pour devenir, à notre point de vue, un sujet d'inquiétude. Et il y a tout avantage à ce que pour les constituer, ils s'adressent à nous et non à une autre puissance. Alors, parallèlement, si l'on consulte les récits militaires de l'époque, nous remarquons qu'ils ont tous fait courir le bruit sur la vulnérabilité des armes des autres nations, notamment l'Angleterre et la Belgique. Et surtout les armes belges. Moulay Hassan a même chargé le chef de la mission française de vérifier toutes les armes en provenance de Liège et destinées à l'infanterie, en particulier les fusils et les mitrailleuses qui s'étaient révélées défaillantes. Sur ce point, le chef de la mission déclare « L'armement belge est très mauvais parce que le gouvernement, malgré sa méfiance instinctive de tout ce qui vient de l'Europe, fut victime d'industriels qui lui vendirent des armes de rebut arrangées à Liège ou ailleurs. » Bon, en guise de conclusion de cette modeste communication, je dirais que le soin est laissé à vous, les lecteurs, pour confirmer ou infirmer ces hypothèses et de creuser davantage dans cette relation diplomatique exceptionnelle pour trouver d'autres repères pertinents qui pourront défricher un champ de recherche d'un intérêt indéniable. Or, à mon sens, on n'y peut aboutir qu'en consultant qu'à travers la consultation des archives diplomatiques en France, soit à Paris ou bien à Nantes, contenant et qui contiennent un fond considérable sur notre passé précolonial. Nous remercions vivement notre collègue Samira Sviti, la traductrice de la relation de voyage d'Al-Juaidi, par son estimable travail académique qui nous a ouvert la voie vers plusieurs pistes de recherche demeurant encore inexplorées jusqu'à nos jours. Je remercie
tout le monde pour votre écoute et je passe la parole à la modératrice. Merci.